Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères une autre fois dans un autre cours, toujours dans le module de neurologie. Cette fois-là, un cours de neurochirurgie, un cours chirurgical. Ce sont les traumatismes crâniens. Ce sont responsables d'un taux de mortalité élevé chez la population jeune. C'est le cours de professeur. Wallah, les liens sont toujours disponibles dans la description. N'oublie pas d'abonner pour recevoir les prochaines vidéos, Inch'Allah. Toujours, les vidéos sont classées par les playlists dans la chaîne. Je vous invite à les consulter. Et on commence. Un traumatisme crânien, d'abord la définition, c'est tout traumatisme qui a un impact crânien avec des lésions plus ou moins importantes. Intéressant, les constituants crânio-encéphaliques. Donc le traumatisme, il est grave lorsqu'il existe des lésions encéphaliques qui peuvent être parfois mortelles avec une importance de séquelles neurologiques. Donc, les lésions crânio-encéphaliques gardent ou bien laissent des séquelles. Chez la population jeune, dans 2 tiers des cas, c'est des accidents de circulation. Souvent, c'est la population jeune, malheureusement. C'est entre 20 ans et 40 ans qui sont touchés par ces traumatismes-là. Donc, le taux de mortalité est le plus élevé. C'est la première cause de mortalité chez le sujet jeune en neurologie à cause des atteintes crânio-encéphaliques. Deuxièmement, un petit rappel anatomique concernant les structures ou bien une coupe. Là, on a une coupe sagittale au niveau du crâne. Donc, l'encéphale, c'est dans une boîte, c'est une coupe sagittale. Et là, on a de l'extérieur vers l'intérieur, on a du cuir chevelu. Après ça, c'est de l'épicrâne. La couche qui recouvre l'os. Après ça, le crâne qui est représenté par l'os. Plus profondément, on a la méningite, représentée par la durmeur, l'épimeur. Et entre ces deux, bien sûr, c'est les espaces sous-arachnoïdiens où circule le LCR et le parenchyme cérébral. Donc la lésion peut intéresser tous ces territoires-là et même toucher le parenchyme cérébral et va causer des séquelles et bien sûr de mortalité. Ça nous fait appel pour des méninges. Et on va voir les lésions, comment peuvent se manifester pendant les clichés, ou bien pendant les TDM. On va voir la notion des hématomes. Donc c'est un petit rappel anatomique concernant les parenchymes cérébrales avec les méninges. Premièrement, quelles sont les lésions pendant un traumatisme crânien? On peut avoir soit des lésions des parties molles, qui sont superficielles, et parfois on peut avoir des lésions osseuses et même parenchymateuses. Donc, commençons par les lésions des parties molles. C'est le cuir chevelu, c'est les hémorragies qui sont cachées parfois dans les cheveux. On peut avoir des hématomes du cuir chevelu et même des hématomes sous-épicrâniens. Donc, ces lésions des parties molles sont un peu superficielles. Ils sont pas de grande gravité, mais parfois lorsqu'elle est étendue, comme on voit là, c'est le décollement total du scalp. Ça va engendrer le pronostic vital à cause de l'hémorragie qui va être immense. Donc, même les parties molles, lorsque l'étendue est grande, on va voir que l'hémorragie là peut être mortelle. Là, c'est un décollement du scalp. Le scalp, c'est le cuir chevelu de boîte crânienne. Ça, c'est un décollement. Et ça, c'est une plaie cutanée au niveau du scalp qui est un peu profonde. Ça va provoquer de l'hémorragie. Donc, devant cette urgence-là, c'est le trouble de l'hémostase qu'on va craindre. Et deuxièmement, c'est de la sepsie. Parfois, on peut voir même des corps étrangers insérés à l'intérieur de la scalp. Parfois, c'est du sol, même des déchets, dans les accidents de la voie publique. Donc, devant ce tableau-là, on intéresse à l'hémorragie
C'est le trouble d'hémostase qui nous fait craindre, c'est la perte du sang qui peut être énorme, parfois dans le décollement total et les plaies profondes. Et deuxièmement, c'est l'asepsie. On doit faire de l'asepsie rigoureuse afin de lutter contre la surinfection de ces plaies-là. Et en dernier lieu, c'est le pansement compressif qui veut être stérile. Donc vous voyez, même lorsque la lésion elle est dans les parties molles, ça peut causer ou bien engendrer le pronostic vital. Donc les traumatismes crâniens ne sont pas à sous-estimer. Ça, c'était le premier cas où la lésion était dans les parties molles, comme vous voyez dans les illustrations là. Maintenant, lorsque la lésion elle est osseuse, ça est plus profond. Donc les fractures peuvent être linéaires. Cette fracture-là, elle est linéaire. On voit la ligne. Et parfois, elle peut être complexe. Donc, comme vous voyez dans ce cas-là, la fracture, elle est complexe. Dans les fractures complexes, on a l'enfoncement osseux. Et deuxièmement, on a l'embarrure et l'exbarrure. Donc, l'os peut être enfoncé, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Dans ce cas-là, vous voyez que l'os est enfoncé à l'intérieur du parenchyme. Et ça, c'est une urgence parce que ça va causer une hypertension intracrânienne. Ça va écraser les structures ou bien le parenchyme qui est à l'intérieur. Ça, on l'appelle les embarrures. Donc, c'est un enfoncement, mais il est plus grave en intracrânien. Parfois, c'est l'inverse. C'est une bosse, c'est une exbarrure qui va devenir extracrânienne. Donc, si on répète, les fractures simples, ce sont les fractures linéaires de la voûte. Gardez ça en tête. Les fractures complexes sont notées par ces deux entités-là. C'est de l'embarrure et de l'exbarrure. Gardez ça en tête, ça peut être des questions d'examen. Donc, là, les fractures simples, ils ont pas, la continuité de l'os est préservée, mais les fractures complexes, on a des fracas osseux. Donc, vous voyez, c'est plus grave. L'os, il est détruit et plus de ça, il est enfoncé. Ça, c'est de l'embarrure. C'est la fracture la plus grave qui peut engendrer une hypertension intracrânienne. Et l'exbarrure, c'est l'inverse de cette dernière. C'est la sortie de l'os à l'extérieur. Donc, ça, c'était quelques lésions osseuses. Et notez bien que toutes ces lésions-là peuvent causer des troubles de vigilance chez le patient, des séquelles sur le parenchyme. Donc, il va garder des séquelles, quelle que soit la fracture, même linéaire. Et bien sûr, lorsqu'elle est complexe ou bien enfoncée, ça c'est plus grave. Le pronostic vital est mis en jeu. Troisièmement, dans les traumatismes crâniens, on peut avoir la formation, ce qu'on appelle un hématome. Ça c'est plus grave. Donc, on a avancé du moins grave vers le plus grave. On a vu les lésions cutanées et des parties molles. Après ça, on a vu les lésions des parties osseuses. Là, sont intraparenchymateuses, sont les lésions ou bien les hématomes. Hématome, ça, c'est une critère de gravité. Ça, là, le pronostic vital est mis en jeu et on a plusieurs hématomes. On a l'hématome extradural. C'est le cauchemar en neurologie. L'hématome extradural. L'hématome sous-dural qui est aigu. On a l'hémorragie méningée. Ça, on avait vu déjà dans le cours de l'hémorragie méningée ou bien les hémorragies sous-arachnoïdiennes. Je vous invite à consulter ce vidéo. Il est dans la playlist de neurologie. Et on a les hématomes intracérébrales. Là, c'est le parenchyme cérébral qui est atteint. Donc, si on récapitule, on a l'hématome extradural, intradural, les hémorragies méningées ou bien les hémorragies sous-arachnoïdiennes. Ça, on avait déjà vu en détail dans le cours de hémorragies sous-arachnoïdiennes. Et on a parfois l'hématome qui touche le parenchyme. Donc, c'est le parenchyme sanguin ou bien c'est un épanchement sanguin dans le parenchyme cérébral. Mais les lésions qu'on les vu fréquemment sont les hématomes extradurales, qui est une cause très importante de mortalité. Et là, c'est l'hématome, deuxièmement, l'hématome sous-dural. Ça, il est appelé l'hématome extradural parce que l'épanchement sanguin est entre la table interne et la durmeur. Donc, il est en extérieur de la
tumeur. Là, on est en train de parler de l'hématome extradural. La lésion de l'artère méningée moyenne et ses bases. Ça va former un hématome extradural. Et l'hématome sous-dural, il est, comme leur nom indique, profondément de la tumeur. On l'appelle un hématome sous-dural. Et on va voir l'aspect de ces deux lésions-là, de l'hématome extradural et de l'hématome sous-dural. Ça, c'est nécessaire. Vous devez spotter ou bien savoir un hématome extradural d'un hématome intradural dans un scanner cérébral. C'est une compétence que vous devez les retenir en tant que médecin et on va le détailler dans les examens paracliniques. Donc les hématomes, gardez-vous en tête les deux hématomes, l'HSD, c'est l'hématome sous-dural et l'HED, c'est l'hématome extradural. C'est le plus grave, c'est le cauchemar dans la neurologie. Là, vous voyez, ça c'est un hématome extradural. Vous voyez qu'il est à l'extérieur de la tumeur. Ça, en bleu, c'était la tumeur, les méninges. Donc, il est croisé ou bien il est occlusé entre la table interne et la tumeur. Ça, c'est de l'hématome extradural. Gardez-vous, il a la forme d'un lentille biconvexe. On va détailler cet aspect-là dans la TDM ou bien les examens paracliniques. Là, c'est de l'hématome sous-dural. Donc, vous voyez que la lésion, elle est intradurale. À l'intérieur de la tumeur, c'est entre le parenchyme et la tumeur. Et ça, voilà, c'est une masse ou bien c'est une expansion. C'est un hématome intracérébral. Là aussi, il est grave parce que si l'hématome intradural est de grande abondance, ça va provoquer, ça nous fait appel au cours de l'hypertension intracrânienne. Ça nous fait appel à l'augmentation du volume du parenchyme vasculaire. Là, c'est l'hématome, c'est le sang qui va augmenter de volume à l'intérieur du parenchyme. Il va refouler les structures là. Ça nous fait appel au cours de l'hypertension intracrânienne. Dans ce cas, c'est l'engagement cérébral qui est à craindre. Je vous invite à consulter le cours de l'hypertension intracrânienne. Il est toujours dans cette playlist avec le cours de hémorragie méningée. Donc, ces trois cours-là sont enchaînés. Je vous invite à les consulter. Ça, c'était quelques notions sur les différentes hématomes ou bien les différentes lésions qu'on peut avoir dans un traumatisme crânien. Là, le plus grave, gardez ça en tête, c'est de l'hématome extradural. Il va compresser toutes ces structures-là. C'est une cause de décès qui est très fréquente. Parfois, la lésion, elle est très profonde. Là, c'est la lésion cérébrale. On peut avoir une contusion cérébrale. Ce sont des ecchymoses du parenchyme cérébral qui sont mal collectés. On a de la délacération cérébrale. Ça, c'est de l'aspect du bouillie cérébral. L'hématome intracérébral, c'est la collection sanguine plus ou moins coagulée. Et l'œdème cérébral ou bien l'œdème cytotoxique, ça, on peut voir dans le gonflement cérébral. On va aborder ces lésions-là dans les paracliniques. Donc, on peut avoir de la contusion, en arabe, irtijaj dimar. On peut avoir des hématomes intracérébrales. Ça, on avait déjà vu l'œdème cérébral qui est une urgence. Et tout ça va provoquer une hypertension intracrânienne. Cet hématome et cet œdème vont subir une augmentation de la pression intracrânienne qui va engendrer le pronostic vital. Donc, c'était les lésions cérébrales. Donc, le traumatisme crânien peut donner 4 séquelles. Les lésions sur les parties molles ou bien cutanées, les lésions osseuses, les hématomes et les lésions cérébrales. Gardez ces lésions élémentaires là en tête. Donc, il faut distinguer les deux types de traumatisme. Le trauma crânien qui est fermé et le trauma crânien qui est ouvert. Donc, dans le trauma crânien fermé, il est non communicant avec le milieu extérieur. Il s'appelle fermé, ça c'est moins grave. Mais le trauma crânien ouvert, ça c'est plus grave. Il communique avec le milieu extérieur. Là, on a le risque important d'infection par les germes
et ça va donner des encéphalites et des méningites. Ce sont des deux conséquences à craindre car ils sont mortels sous la forme aiguë. Dans ces traumas crâniens ouverts, on a deux types. On a une fracture de la base du crâne ou bien des plaies crânio-cérébrales. Donc, dans les fractures de la base des crânes, ça c'est une brèche ostéodurale dans l'étage de la base du crâne. Si elle est dans l'étage antérieur, c'est-à-dire le nez, on va avoir du rhinorrhée. C'est quoi de la rhinorrhée? C'est de la sortie du LCR. Si on voit du LCR qui est en train de s'écouler du nom du patient, là on peut poser le diagnostic d'une brèche ou bien d'une fracture de la base du crâne qui est communicante avec le milieu extérieur. Nous savons tous que la boîte crânienne est une chambre fermée, aseptique. Si on voit la sortie de LCR à partir de cette chambre qui doivent normalement être cloisonnées, là on suspecte la fracture de la base du crâne. Ça c'est une fracture qui est communicante avec le milieu externe. C'est de l'air qui va communiquer avec de LCR et ça peut donner des méningites ou bien des encéphalites. Si l'atteinte elle est postérieure, c'est au niveau du rocher. Ça nous fait appel à l'anatomie du crâne. Là, on va voir la sortie de LCR à partir des oreilles. Donc, LCR va communiquer dans les deux cavités physiologiques, l'étage antérieur par le nez. Et si la lésion elle est postérieure, là, il va communiquer avec l'oreille. On va voir la sortie du LCR de l'oreille. Deuxièmement, la plaie cutanéo-cérébrale. Donc, c'est l'issue du LCR de manière cérébrale à travers le scalp, lorsque l'objet ou bien le traumatisme a fait une rupture de la continuité de tous les téguments. On va voir la sortie du LCR à partir de téguments cutanés. Et là, le risque d'infection est augmenté dans ces deux cas, lorsque c'est la vase du crâne ou bien c'est la voûte qui est lésée pendant ce traumatisme. Donc, gardez-vous en tête, le trauma crânien ouvert est une urgence, car là, on a le risque d'infection qui est sévère. On ne veut pas avoir une encéphalite ou bien une méningo-encéphalite, ça c'est très grave. Passons maintenant à la prise en charge du traumatisé crânien. Donc, après un interrogatoire du patient ou bien de l'entourage, on va faire de l'examen clinique. Vous devez aussi détecter la mise en condition si il existe une urgence vitale, c'est de l'engagement cérébral, c'est les hématomes sous-durales comme on va voir dans la deuxième partie. Vous devez savoir noter ou bien donner un bilan paraclinique et quelle est votre conduite à tenir. Votre conduite à tenir plutôt, quel est le principal traitement ou bien la conduite à tenir devant ces traumatismes crâniens. Donc, commençons premièrement par l'interrogatoire. Donc, l'interrogatoire du patient ou bien de celui qui est en entourage, parfois le patient est comateux, parfois le patient il est obnubilé, ou bien il a perdu de la conscience. Donc, vous allez faire de l'interrogatoire de son entourage. Premièrement, les circonstances du traumatisme. Est-ce que c'était un traumatisme brutal ou bien une chute de sa hauteur? Est-ce que c'est un accident de voie publique ou bien un accident de circulation? Tout ça va vous donner des critères anamnéstiques concernant le degré ou bien la sévérité du traumatisme. Deuxièmement, l'état du blessé immédiatement après l'accident. Est-ce qu'après le traumatisme, il a eu des troubles de conscience, des agitations? Est-ce qu'il a perdu de la conscience? Tout ça doit être noté pour évaluer la sévérité du traumatisme. S'il y a la notion de la perte de connaissance, ça c'est de l'intervalle libre. L'intervalle libre, c'est là où l'hématome va se constituer. Donc cette notion d'intervalle libre, vous devez noter que entre le traumatisme et la perte de connaissance, c'est là où le trauma ou bien l'hématome va se constituer. Si on le détecte pas dans cet intervalle libre, il va se manifester plus tardivement et il va donner des hématomes. Parfois, si c'est le cas extradural, là c'est une urgence thérapeutique. La notion de crise convulsive qui témoigne
d'une lésion d'une parenchyme ou bien d'une focalisation de lésion. Et les antécédents, bien sûr, là c'est le diabète, l'hypertension artérielle, les médicaments et les grossesses en cas d'une anesthésie générale ou si le patient va subir d'une intervention chirurgicale. Donc ça c'est de l'anamnèse. Vous devez retenir les notions là avant de faire l'examen clinique et paraclinique. Après ça, votre examen clinique, vous devez apprécier le niveau de conscience. Ça, c'est important. Le patient doit être scoré selon l'échelle de Glasgow entre 3 et 15. Ça nous fait appel au cours de sémiologie. Pour moi, c'est l'échelle de Glasgow qui est notée de 3 à 5. Il est basé sur les notions oculaires, des réflexes et de la parole du patient. Donc, les réponses qui vont être motrices, qui sont notées de 1 à 6, les réponses verbales et l'ouverture des yeux qui est notée de 1 à 4. Ça peut nous donner un score entre 3 et 15. 3 c'est le coma et 15 c'est l'état parfait. Donc, un traumatisme crânien, il est bénin si le score de Glasgow est scoré entre 14 et 15. On dit qu'un traumatisme crânien, il est modéré si le patient est scoré de 9 à 13 et on dit que le coma ou bien le traumatisme crânien c'est sévère si le coma, si le patient il est entre 3 et 8, là le patient il est sévère ou bien il est comateux. Donc le score de Glasgow, ça ce qui va nous orienter à apprécier le niveau de la conscience du patient à chaque fois que ce score-là diminue, là où le traumatisme il est plus grave, le patient a passé d'un traumatisme bénin vers un traumatisme qui est sévère, qui peut lui mener à un état comateux. Ça, c'était le score de Glasgow. Après ça, vous devez apprécier les autres fonctions vitales. Ça, c'est fondamental. On a de la fonction cardio-respiratoire. Donc, parfois, le patient, lorsqu'il perd de la conscience, là, on va voir subir ou bien de l'altération de l'état cardiovasculaire et respiratoire, ou bien à cause du traumatisme, ou bien à cause de l'hémorragie qui est sévère. Ça peut donner des chocs cardiogéniques, des détresses respiratoires. Donc, l'état cardio-respiratoire est une urgence vitale. Devant tout traumatisme, vous devez évaluer l'état cardio-respiratoire. Et si nécessaire, ce patient doit être mis en condition. En condition veut dire une ventilation mécanique, un remplissage, s'il est le cas, une hypovolémie et d'autres mesures de réanimation si le cas c'est nécessaire. Donc, n'oublie pas les urgences vitales, c'est l'état cardio-respiratoire, les lésions cardiaques et respiratoires, circulatoires peuvent donner du décès des patients s'ils ne sont pas détectés et pris en charge le plus précocement possible. Dernièrement, vous devez rechercher les signes de focalisation. Focalisation veut dire que la lésion est localisée. Donc, l'état du pupille ou bien le mydriase. Un mydriase, c'est la dilatation du pupille qui est témoignée de la perte de conscience, un déficit moteur, hémiplégie, monoplégie, les troubles de langage, c'est de l'aphasie. Là, c'est l'air de Broca qui est touché. Ça nous fait appel à la sémiologie. C'est le cours de sémiologie neurologique. Et les crises convulsives dans un territoire, quel que soit sensoriel ou motrice. On va voir les crises convulsives dans le cours de les crises d'épilepsie. C'est notre intitulé, notre prochain intitulé, Inch'Allah. Donc, vous devez rechercher, si on récapitule, le score de Glasgow, c'est à faire en première intention pour évaluer la conscience du patient. Deuxièmement, la recherche, ou bien apprécier les fonctions vitales. Ça, à n'est pas oublié. On peut être présent devant une état cardio-respiratoire qui est urgente. Et dernièrement, on doit rechercher des signes de focalisation qui peuvent témoigner d'un hématome ou bien d'une lésion qui se situe dans le territoire spécifique concernant le trouble. Donc, l'aire cérébrale ou bien le cortex cérébral est divisé sous des aires.
chaque R ou bien gyrus sont responsables d'une fonction. Si une fonction il est atteinte, on dit c'est un signe de focalisation qui témoigne plus fréquemment d'un hématome qui existait dans ce gyrus-là, ou bien qui va compresser des signes de compression dans le gyrus intéressé. Ça, c'était brièvement les examens cliniques que vous devez faire. Après ça, vous accédez aux examens crânio-faciaux. On doit rechercher les ecchymoses, les plaies, l'épistaxis, l'otorrhée, la rhinorrhée. Donc, on va évaluer les lésions crânio-faciales du patient. Et gardez-vous en tête, tout traumatisme facial, ils doivent être considérés aussi comme traumatisme crânien à cause de la communication entre la voûte crânienne ou bien du crâne avec le massif facial. Donc, tout traumatisme facial doit être considéré comme traumatisme crânien. Et dans chaque examen crânio-facial, on va rechercher des lésions faciales, des otorrhées, des rhinorrhées pour évaluer l'état de patient. Après ça, c'est l'examen du rachis cervical dorso-lombaire pour rechercher des lésions osseuses au niveau de la colonne vertébrale. On va rechercher de la douleur, de la déformation, des lésions pour compléter l'examen clinique. Et en dernier lieu, c'est l'examen somatique général. Après éliminer les urgences vitales et les lésions cérébrales. Après ça, les lésions du colon vertébral. En dernier lieu, c'est un examen somatique général pour évaluer la totalité de ces lésions. C'est l'examen du thorax, de l'abdomen, les membres, etc. Parfois, on est en face d'un polytraumatisé. Poly veut dire plusieurs traumatismes. Parfois, le patient, s'il a accident de voie publique, il subit des lésions cérébrales et plus d'autres traumatismes, multitraumatismes. On l'appelle le polytraumatisé. Là, c'est une urgence car ces patients-là, leur évolution, elle est défavorable si la prise en charge n'est pas adéquate. Ça, c'était la moitié de la première partie du cours du traumatisme cérébral. On a vu la clinique et les lésions qui peuvent toucher les trois téguments cutanés, osseux et parenchymateux. Dans la prochaine partie, on va voir les examens paracliniques et le traitement ou bien la conduite à tenir devant ces traumatismes-là. J'espère que la vidéo était utile et bénéfique. N'oublie pas d'abonner pour recevoir les prochaines vidéos et je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah. Bon courage.